Donc j'ai le plaisir de poser quelques questions à Nina ce soir. Donc Nina Léger, auteure de Mise en pièces, paru chez Gallimard le 12 janvier. Roman que vous avez sans doute lu, eu envie de lire, ce qui explique votre présence ce soir. Je vais lire très brièvement, simplement pour qu'on ait les mots, et ensuite on passera à l'échange, parce que je ne veux pas trop vous embêter avec une parole de monologue. Ciel uniforme, toile cirée tourterelle tendue entre les tours, les voitures tiennent ferme à l'horizon. À intervalles réguliers, le brun verni d'un lampadaire interrompt l'alignement des arbres. Des flics à vélo glissent en reluquant les boutiques de mariage, géométrie banale, à laquelle s'accordent le pas, la respiration et la pensée de Jeanne. Elle remonte le boulevard. Mais elle bifurque, traverse, et il suffit de cet angle brisé dans sa trajectoire pour crever l'espace, comme un clou déchire dans sa longueur le tissu qui s'y prend. La ville s'effondre, perd ses abscisses et perd ses ordonnées, maelstrom de ciel, d'arbres, de lampadaires, de vélos et de robes. L'enseigne au coin d'une pharmacie se liquéfie, coule, s'en mêle aux affiches électorales, s'y engourdit, glisse dans les feuilles mortes, retourne le goudron, avale les portails de guérissol et les rideaux de fer, consume le trottoir. Jeanne sombre. Un malaise, pense-t-il, quand elle s'appuie contre une vitrine, inspire, expire, que le froid plat du verre traverse sa chemise et glace ses omoplates, inspire, expire, qu'elle ferme les yeux et renverse la tête en arrière, inspire, c'est toujours quand elle renverse la tête. C'est toujours quand elle renverse la tête. Un malaise, pense-t-il, car que penser d'autre en apercevant ce dos plaqué aux façades, cette main qui brasse l'air, ses genoux légèrement pliés, cette tête renversée, le désordre de ce corps qui semble prêt à rejoindre le sol dans une chute brusque, un effondrement vertical comme celui d'une tour s'affalant sur elle-même. Un malaise, pense-t-il, car ils ignorent qu'elle défaille sans faiblesse, qu'elle connaît les moyens qui parviennent aux fins, et que lorsqu'elle renverse la tête, toujours, une voix masculine, parfois routarde et assurée, parfois brisée avant même de s'élever, lui demande « Vous allez bien ?» Qu'importe le visage, la taille, la carrure ou le ventre, elle ne leur accorde pas le moindre regard, car rien, dans la physionomie d'un homme, n'annonce jamais son sexe. Merci. Alors peut-être la première question qui vous permettra d'expliciter aussi ce qu'est le livre. Hein. Pourquoi le choix de ce titre Mise en pièces? J'aime les titres qui se déplient et qui peuvent parler du texte de plusieurs manières. Et c'est vrai que pour moi il y a deux approches principales, deux manières dont Mise en pièces résonne avec le texte. D'abord c'est de manière très simple un texte qui se passe dans des pièces closes, c'est-à-dire dans des chambres d'hôtel principalement. Là ce que j'ai lu se passe dans la rue, mais à chaque fois, chaque scène de rue généralement mène à une scène dans une chambre, ces chambres impersonnelles qui sont habitées et délaissées aussitôt. Il y a ces chambres-ci, il y a aussi les chambres du palais de mémoire, puisque donc c'est une héroïne qui collectionne des images de sexe d'homme dont elle se souvient en les plaçant dans un palais de mémoire qu'elle constitue, chaque pièce contenant un souvenir. Mais m'intéressait aussi la violence contenue de ce terme, de cette expression de mise en pièces. Puisqu'il y a un acte de violence, en tout cas disons un acte de prédation, sa violence on peut l'analyser, on peut l'atténuer, dans l'attitude de cette femme, qui apparaît ici d'ailleurs dans ce que je viens de lire, qui est de ne retenir des personnes que leur sexe, de faire une sorte de regard extrêmement rapproché, qui oublie tout ce qui relève du personnage, qui oublie tout ce qui relève du corps, pour se concentrer uniquement sur ces sexes dont elle garde le souvenir. Donc je voulais qu'il y ait comme ça cet aspect à la fois très géométrique, très posé, et une sorte de violence contenue que je trouve dans cette expression de mise en pièces. Et l'autre question qu'on peut se poser, simplement en regardant le livre sur la table d'une librairie, c'est que donc il y a ce titre, Mise en pièces, le sous-titre roman, et ce bandeau rouge qui lui indique romance, comme s'il y avait un jeu aussi entre le genre roman et ce terme de romance qui renvoie à toute autre chose. Et je me suis longuement demandé pourquoi, et je préfère que ce soit vous qui répondiez en fait. Alors pour plusieurs raisons, mais pas forcément là. Il y avait un goût justement du contraste, c'est-à-dire
dans l'imaginaire commun, une romance est devenue à l'eau de rose. Sauf que la romance, c'est pas forcément ça. C'était pour moi une manière d'affirmer le roman. Parce que je savais, et je m'en suis aperçue aussi au moment de la réception, très souvent, quand le sujet concerne ce qui touche au corps, ce qui touche à l'intimité du corps, ce qui touche à la sexualité, on a beau écrire roman, la réception immédiatement se préoccupe d'autobiographies cachées, de témoignages, de confessions. Et ce que j'aime, moi, dans le roman, c'est la fiction. Et donc, j'ai voulu dire romance pour affirmer le roman. D'accord. Et alors, justement, vous parliez de... Dès qu'il s'agit de sexe, etc., il y a quelque chose qui est très frappant, c'est qu'il s'agit d'écrire le sexe sans qu'il soit pornographique, sans qu'il soit dans les conventions non plus de l'érotisme. C'est une phrase que j'extrais de la page 75, je crois. Donc, il faut que ce soit cru, il faut que ce soit direct, et en même temps, il faut que ce soit ni pornographique, ni érotique. Donc, comment est-ce qu'on arrive à écrire le sexe comme ça ? À part, bon, tous les lecteurs verront comment on le fait, hein, mais est-ce qu'il y avait un enjeu Il y avait un enjeu, bien sûr. Je voulais parler d'une attitude sexuelle sans l'expliquer et sans en faire non plus un objet ou un sujet d'excitation. Donc j'avais ces deux choses-là à éviter. Et en fait, pour moi, ce qui m'est apparu, c'est que pour parler de sexe en évitant l'érotisme, il fallait parler de sexe. C'est-à-dire ne pas parler de ce qu'il y a autour et parler de sexe même au sens anatomique du terme. Ne pas jouer sur tous les voilages qui sont ceux de l'érotisme, qui jouent de cacher pour mieux montrer, pour attiser, etc. Là, il n'y a aucun jeu sur une excitation qu'on est en train de provoquer en refusant un objet, il n'y a aucune situation de voyeurisme, il y a des situations de vision, simplement. C'est-à-dire qu'on est dans la chambre avec Jeanne, dans le sens où on ne regarde jamais par le trou de la serrure, et parler en décrivant, et en décrivant attentivement, et en décrivant précisément. Et plus encore, d'ailleurs, parler des corps que de la rencontre des corps. C'est un livre qui est très observateur et qui est très, très descriptif, et c'est en jouant là-dessus, et aussi, évidemment, jouer des contrepoints par l'écriture. Parce que, par exemple, je pense qu'il y a deux types de phrases principales dans ce livre. Il y a des phrases plus courtes, avec un vocabulaire plus précis, et d'autres où soudain la phrase s'amplifie avec des effets de logorée. Et ben j'ai un petit peu inversé. C'est pas les scènes de sexe le langage ne s'excite pas dans les scènes de sexe, en quelque sorte. Il s'excite à côté. À côté, oui. Et puis il y a une portée politique, évidemment, à écrire le sexe, et en particulier à dire la sexualité féminine, je pense. Parce que on l'a entendu dans les extraits que vous avez lus, c'est un personnage donc, qui s'appelle Jeanne, qui est une femme, qui est elle aussi. Et donc, c'est une sexualité qui n'est pas réduite au désir masculin ou au regard de l'homme sur la sexualité, c'est l'inverse. Donc, est-ce que pour vous, il y avait cette portée politique, on revient à une question de défi aussi, de ce regard-là? C'est devenu important. Je ne l'ai pas réalisé tout de suite, ça n'a pas été un projet. Ça m'est apparu aussi en lisant d'autres choses, en voyant ce qui était écrit, et en l'écrivant, à m'apercevant de tous les pièges que j'avais à éviter. Et aussi en découvrant combien, finalement, il n'arrivait pas si souvent que le regard soit renversé comme ça. C'est-à-dire qu'il arrive depuis longtemps que des femmes écrivent sur la sexualité ou sur le sexe, mais très souvent, le corps féminin reste quand même l'objet central, l'objet du regard, l'objet du désir. Et c'est pour ça aussi que mon héroïne n'a pas de corps, ou en tout cas pas de corps qu'on connaisse. C'était pas possible. Sinon, il faisait obstacle, il attire le regard, et donc je voulais en effet renverser le regard, renverser aussi l'opération de fragmentation du corps, puisque c'est souvent le corps féminin qu'on voit fragmenté, érotisé, fétichisé. Et là, je voulais que la femme n'apparaisse pas, pour une fois, qu'on n'ait pas de corps féminin, qu'on ait juste ces corps d'hommes, que ce soit pas non plus une entreprise d'exhibition, mais que ce soit regarder ces corps que finalement on regarde assez peu. Oui, et du coup, ça dit aussi beaucoup de choses des femmes qu'on ignore, peut-être. Hein. Et justement, vous disiez, c'est pas quelque chose que j'avais forcément prévu, mais c'est quelque chose qui m'est apparu. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappée, c'est la réception
de votre livre par certains médias. Alors je fais référence évidemment à une émission que beaucoup de gens ont vue, tout le monde en parle. Tout le monde en parle, c'est ça? On n'est pas couché. On n'est pas couché. Oui, pardon. On n'est pas couché, c'est ça. Où il y avait deux animateurs, une femme, un homme, une femme qui avait trouvé votre livre très très bon, et un homme qui lui était assez agressif en disant on n'écrit pas comme ça, etc. Donc est-ce que dans cette réception du livre par certains, il y a la mise en lumière, alors dont on se passerait sans doute, hein, mais de cette portée politique du livre, enfin politique, le terme ne me convient pas, mais... Oui, enfin en tout cas... De cette gêne, oui. Et puis du fait que j'ai voulu écrire ce livre en déjouant beaucoup de choses. Sauf qu'il y a des gens qui, sachant que je vais écrire sur la sexualité, attendent que le jeu se déroule. Or, j'ai voulu contourner le jeu. Donc, forcément, ceux qui attendent de le voir se jouer sont déroutés et éventuellement déçus. C'est vrai que j'ai par exemple voulu parler de sexualité de manière non sulfureuse. Ce qui peut donner l'impression que j'hésite devant la sulfure. Or, pour moi, je trouve ça très intéressant de se dire qu'on peut parler de sexe sans que ça sente le soufre. Mais alors forcément, ça n'est pas sad. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose... On s'attend tellement... C'est à la fois un sujet dont on parle tellement, mais qui est toujours... C'est compliqué d'en parler, on ne sait pas comment, etc. Mais c'est un sujet qui est très balisé, et donc on attend qu'il y ait comme ça des étapes ou des contrats qui soient remplis. Moi, j'ai voulu écrire ce livre en justement essayant de refuser tous ces contrats. Et donc forcément, ça peut créer une déception si on a déjà une image du livre que ça doit être, dès lors qu'on dit c'est un livre sur la sexualité d'une femme qui consomme beaucoup d'hommes. C'est un livre qui s'est construit vraiment par la négative. Et donc c'est sûr que si ce que le lecteur a investi, c'est ce que j'ai refusé, c'est terriblement décevant. Terriblement, faut surtout pas le lire d'ailleurs. Faut surtout pas, je pense que c'est un livre qu'il faut surtout pas lire pour être choqué, ce qui est paradoxal parce que ça pourrait être un argument de vente. L'idée, mais comme je disais, puisque je l'ai écrit pour ne pas exciter. Voilà, bon. Oui, c'est peut-être là la plus grande provocation d'ailleurs, je pense. Sans doute. Ce qui est inadmissible pour certains. Ouais. Clairement, clairement. Et alors, formellement, parce qu'il me semble que c'est un aspect absolument fondamental du roman aussi, vous le disiez tout à l'heure, et c'est aussi la phrase qui revient en 4e de couverture, c'est un palais de mémoire. Et donc, cette mise en pièces, ce sont aussi ces pièces d'une collection, enfin, ces visions, ces scènes, etc. Est-ce qu'il y avait ce projet d'écrire, assez paradoxalement, un récit, puisqu'on le lit comme un récit, à partir de fragments, c'est-à-dire de tout ce qui peut échapper au récit en quelque sorte? Oui, bah ça s'est fait au fur et à mesure. C'est-à-dire que donc, au tout départ, je pensais écrire un récit avec une héroïne dont on saurait des choses. Mais finalement, je me suis retrouvée à faire le portrait de quelqu'un dont on ne savait rien. Et donc aussi tous les aspects temporels qui sont normalement quand même le fil du roman, tous ces aspects-là ont disparu pour faire place beaucoup plus à des aspects spatiaux, comme si, et d'ailleurs c'est pour ça aussi sans doute que le titre correspond bien, parce qu'il dit cet aspect spatial qui est celui du roman. Et en effet, il y a ces chambres d'hôtel, et puis il y a ce palais de mémoire, qui c'est une géographie évolutive en un sens, mais c'est une géographie quand même, c'est un espace avec des espaces clos. Et puis il y a le livre, qui fonctionne presque lui aussi avec des sortes de chambres successives. Et c'est vrai que ça fonctionne toujours, ce sont des pages qui sont les unes à la suite des autres, c'est linéaire. Mais par exemple, moi, à un moment, quand je le construisais, j'ai imprimé tout, puis j'ai mis ça par terre, et j'ai déplacé, en construisant vraiment beaucoup plus spatialement que temporellement, avec l'idée que ça pouvait presque être une forme de... Oui, une forme de tableau. Oui, alors justement, enfin, peut-être que je pourrais poser cette question, parce que c'est une question qui vous a été posée juste avant, sur ce geste aussi, c'est un geste quelque part, cette écriture, c'est-à-dire il y a un aspect je parlais de collection aussi, un aspect artistique très fort. Qu'est-ce que le regard qu'on porte sur un corps? Comment est-ce qu'on le construit? Comment est-ce on peut dire ce genre de choses? Et avec ce paradoxe absolument fondamental, que la première scène est extrêmement crue, et qu'en même temps, tout ensuite va être épuré, être par le négatif, etc. Est-ce que il y a cet aspect peut-être d'art contemporain ou de performance même chez cette
cette Jeanne? Je sais pas. Je pense que ça vient du fait qu'elle est très abstraite. Puisque au sens premier du terme, c'est-à-dire de sortir quelque chose de sa continuité. Donc je pense que c'est ça qui donne, ça se fait éventuellement, il y a au sens où on parlait de geste, c'est une geste, et unique et très centrée, c'est pas une vie. C'est pas un roman qui enserre son personnage et qui dit tout de lui, c'est un peu l'inverse, elle nous reste inaccessible. Et donc je pense que c'est sans doute dans cette position et dans tout ce qui reste inconnu que se joue quelque chose qui relèverait du sentiment c'est un personnage qui est une figure et qui pourrait être la figure d'une œuvre qui soit autre chose que littéraire. Je veux prolonger la lecture, ouais, ce livre, et prolonger ce que vous venez de dire, les questions sont très pertinentes. Si on repense au film de Romer, La collectionneuse, on voit tout de suite la différence et ce qu'apporte cette œuvre par rapport à notre capacité aujourd'hui à aborder la sexualité comme vous avez essayé de l'éclairer, comme vous disiez, de parvenir. La collectionneuse, ça reste psychologique. Là, il n'y a aucune psychologie. La meilleure des preuves, c'est que Jeanne, vous la construisez comme un personnage hypothétique. Vous dites, elle pourrait avoir un pour époux, un tel, ou elle pourrait ceci et cela. Et puis, vous recommencez ce travail d'hypothèse qui est une autre des dimensions du titre mise en pièce. Moi, je le vois pas comme un tableau, mais comme un kaléidoscope éclaté dont on peut recomposer les pièces. Et ça à notre gré. Et ça se retrouve dans le rapport à la modernité, aux objets de la modernité, à la ville. Là, je trouve qu'il y a vraiment un regard... bon, on peut penser à certaines séquences de Wenders, dans ce qu'il y avait dans l'ami américain, etc., mais qui est complètement renouvelé et qui, dans la littérature, constitue une poétique nouvelle. Et ça nous amène à la construction de cette romance, parce qu'au fond, quand même, c'est ça qui nous tient dans ces choses-là, c'est la romance. Et en même temps, vous montrez la sexualité telle qu'elle est en réalité au moment du contact, c'est-à-dire il n'y a plus de psychologie. La beauté de la sexualité, c'est que c'est entre le physique et le métaphysique, et qu'il n'y a enfin plus de psychologie. La psychologie, avant, c'est la sauce qu'il faut qu'on nous y amène, et là, vous enlevez toute cette sauce. Hein. Et je trouve qu'en ce sens, c'est un livre, oui, révolutionnaire, et en même temps qui approche les choses telles que nous les constatons. Mais il y a une chose qui est sur la question de la collectionneuse. À un moment, je me suis dit, peut-être que mon personnage est proche de celui de Romer, mais une chose qui m'a frappée, c'est qu'en plus, la collectionneuse, tout le monde passe son temps à vouloir la définir. Voilà. Il faut la définir parce qu'il faut la mettre. Et donc, finalement, sa définition, c'est collectionneuse. Ça fait même le titre. Et c'est les hommes qui la définissent. Et c'est les hommes qui, sans cesse, la définissent. Elles parlent très peu. Ils disent tu es ceci ou tu es cela. Et l'alternative, c'est soit tu es une petite pute, soit tu es une collectionneuse, et ça te sauve un peu parce que tu penses ton action. Et là, alors c'est vrai que pour moi, tout le principe aussi, et c'était ça qui était. Pour revenir à ce terme de politique qui est en effet gênant, mais c'était qu'elle puisse ne pas être définie, qu'elle puisse ne pas avoir de raison, ni psychologique, ni sociologique, qu'on ne lui demande pas de justifier, ni d'expliquer son attitude. J'évite le mot comportement, parce qu'il me déplaît, mais son attitude sexuelle. Et jusqu'à une assignation narrative, puisque elle ne peut pas être un personnage, par exemple, d'enseignante dans une fac de province, parce que ce serait la définir directement dans un genre. Et par rapport à ce que vous disiez, il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant aussi, c'est ce terme de géographie sexuelle, à un moment donné, et qui définit absolument ce que vous disiez, c'est-à-dire cette traversée à la fois d'une ville, de corps, etc. Et donc les deux sont très très liés dans le roman, en effet. Merci. C'était une très belle question. Après, je ne sais pas si quelqu'un va oser poser une question. Déjà, je regrette les miennes. Pourquoi est-ce qu'il faut passer du sexe chair au sexe toy? Parce qu'il y a quand même un décalage là, entre la description très précise du morceau de chair, donc qui est quand même incarné malgré toute la distance et la froideur que vous voulez y mettre, et qui va jusqu'à la mécanique totale, qui ne marche pas très bien d'après ce que je vois, et à la dimension pornographique. Donc quand même, vous traversez 3 domaines de la réalité du sexe, de l'irréalité, de la virtualité du sexe. Mais en tout cas, je ne dirais pas qu'il faut passer de la chair au plastique. Elle revient ensuite. Elle revient à la chair. On n'y échappe pas complètement. Mais la fin qui sont pareils. C'était important pour moi de parler de ces anatomies inventives
qui sont celles du sextoy, qui en plus ont très longtemps été quand même le sextoy était mimétique pendant très longtemps. Et en ce moment, il y a une sorte d'inventivité des formes qui crée des anatomies ovni absolument fascinantes. Il y a des couleurs, il y a des matières. Pour une regardeuse et une décriveuse comme mon héroïne, et pour quelqu'un qui est en plus réduit au sexe, je ne pouvais pas faire l'économie de ce champ-là. Moi, j'y ai vu aussi autre chose, c'est chez un collectionneur, alors là, qui est un homme, c'est des essentes dans un recours, cette question aussi de l'épuisement quand on est dans une collection. Il y a un moment donné où il y a une lassitude et où il faut trouver autre chose. Et donc, moi, je m'expliquais ce passage-là aussi comme à la fois un prolongement de la collection et comme un épuisement de ce qui était premier. Et d'ailleurs, dans la trame, le recours au sextoy intervient à un moment où il y a des moments où elle s'aperçoit quand même que son opération de réduction d'un être à une partie de son corps est quand même compliquée et qu'il y a toujours la personne qui menace de créer un lien, qui menace d'apparaître. Et donc c'est aussi une manière d'éviter le danger de sa collection pour ensuite y revenir. Mais oui, la nécessité de dévier très légèrement dans sa collection pour mieux la poursuivre. Je pense que la richesse des réponses de Nina montre ce qu'est son roman, qui est très nouveau, assez révolutionnaire. Je reprends votre terme, c'est qu'on s'intéresse à la littérature pour des raisons, comme moi, souvent universitaires, et il y a un renouvellement vraiment des formes et de questions narratologiques ou de la notion de personnage, etc., ou de genre. Et puis ça se lit aussi comme un roman, évidemment, voire comme une romance, plus difficile, je pense, selon le sens que vous donniez. Mais bon, voilà, c'est vraiment un texte que je vous invite aussi à lire. Merci. Merci beaucoup.